Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Nous allons démarrer. C'est un webinaire, mais on est en mode Zoom réunion. Je suis Amélie Perrard, déléguée régionale du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai le plaisir d'introduire ce webinaire, qui est donc un webinaire qui porte sur le recours à l'alternance dans les associations et notamment pour vous faire état d'un rapport d'une étude qu'on a menée au sein du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la démarche PMAE, Petites et Moyennes Associations Employeuses, sur le recours au contrat d'alternance dans les associations et pour valoriser les différentes expériences. Merci de nous rejoindre. Une nouvelle fois, vous pouvez indiquer votre nom et le nom de votre structure. Alors, le webinaire va se dérouler en différentes parties. Suite à mon introduction, il y aura une présentation des points saillants du rapport qui émane du rapport par Marc, qui a mené à bien ce projet tout au long de l'année 2023. Ensuite, on aura une présentation des propositions qui émanent également du rapport par David, administrateur du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes. Et ensuite, on aura une prise de recul grâce à des partenaires qui ont eu l'occasion d'étudier, enfin de lire et de partager ce rapport au sein de leur structure et qui nous feront part de leurs différents retours. Je présenterai les trois partenaires qui sont avec nous un peu plus tard. Et enfin, en fin de rencontre, en fin de webinaire, il y aura une partie dédiée aux questions-réponses. Donc pour cette partie-là, merci de bien vouloir noter par écrit vos questions dans le chat dédié du coup à cet effet. On se chargera de collecter les nombreuses questions que vous aurez tout au long de la présentation et il y aura une partie donc pour échanger, pour répondre à ces questions. Et enfin, on aura une conclusion qui sera présentée par Gilles Epal, le président du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, Peut-être qu'on commence la Ouais, projection. Alors, simplement pour terminer cette introduction, il nous semble important de vous redire dans quel cadre s'inscrit ce rapport. Je l'ai cité précédemment, mais donc le cadre de ce rapport, c'est bien, enfin, en tout cas, on a mené cette étude notamment à partir des constats qui étaient posés dans le cadre d'une démarche qu'on appelle la démarche Petites et Moyennes Associations Employeuses, PMAE, qui est une démarche à laquelle participent différents acteurs de l'accompagnement au niveau régional en Auvergne-Rhône-Alpes, dont le DLA régional, l'UDES, la CRES Auvergne-Rhône-Alpes, France Active Auvergne-Rhône-Alpes et la coordination Savara. C'est une démarche qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant et qui est surtout un espace de réflexion autour de l'emploi dans les associations qui permet d'échanger sur les différentes problématiques et de créer des ressources lorsque cela nous semble manquant pour appuyer et pour promouvoir un emploi associatif de qualité. Et donc, c'est en 2022, oui, en 2022 que l'idée de ce rapport a émergé au sein des discussions dans la démarche PME, puisque on a noté un essor du recours à l'alternance dans les associations avec des associations, on le sait, hein, des employeurs assez spécifiques. Et il nous a semblé important d'observer les opportunités et les difficultés rencontrées par les associations dans ce recours et la mise en place de ces contrats en alternance. Cet essor, il fait suite notamment à l'annonce de la ministre du Travail en 2018. Donc à l'époque, la ministre du Travail Muriel Pénicaud, qui annonçait début 2018 la transformation des contrats aidés, qui a été remplacée par les nouveaux contrats qu'on appelle les contrats PEC, parcours emploi compétences, qui étaient plus cadrés et donc moins mobilisés par les associations. Et on note, ça sera présenté dans la partie suivante, mais on note un essor du recours à l'alternance dès le début, enfin, dès l'année 2018. Donc, il nous a semblé important, voilà, de faire un peu un état des lieux et un retour d'expérience sur ces recours-là.
Je me permets maintenant de remercier différents partenaires qui ont permis, euh, qui ont permis que ce rapport, que cette étude soit réalisée. Et oui, un merci particulier à la DRETS Auvergne-Rhône-Alpes pour le soutien financier de nos actions dans le cadre de la démarche PME. Et notamment pour la réalisation de ce rapport. Un merci également pour les contributions diverses et variées, notamment à Cécile Bazin de Recherche et Solidarité, mais également à la DRETS aussi pour l'ensemble des données et les liens sur ces données-là, l'appui des services. Un merci aux différents OPCO qu'on a sollicités, notamment l'OPCO Uniformation qui est présent aujourd'hui pour un regard aussi en tant que partenaire particulier, l'OPCO AFDAS et l'OPCO Santé qui ont permis de, de nous transmettre différentes données. Un merci également à la DRAGES, la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, notamment le service, les techniciens qui travaillent autour du FONGEP. Un merci aux administrateurs, administratrices du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes qui ont eu un regard assidu sur ce rapport et notamment à David Zenobos qui est parmi nous et Olivier Meyer qui ont contribué à la consolidation des propositions. Un merci également assez large aux différentes personnes qui ont témoigné et qui apparaissent dans ce rapport. Vous pouvez retrouver l'ensemble de leurs noms et de leur structure dans les premières pages du rapport et puis leurs contributions tout au long du rapport. Et puis, je me permets de remercier également Marc Alix, du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, qui a porté vraiment à bout ce rapport et voilà, que je remercie sincèrement pour l'équipe, pour tout le travail. Et ben, sur ces remerciements, je vous propose de passer tout de suite à la partie justement de la présentation pour avoir un peu le regard des points saillants de ce rapport. Eh ben, merci pour cette introduction, Amélie. On va passer une petite demi-heure sur la présentation de ce rapport. Alors évidemment, le but, c'est pas de pouvoir parcourir l'entièreté des différentes pages du rapport, mais bien de pouvoir vous présenter les éléments enfin, les plus importants et qui ont le plus attiré notre attention dans le but de nourrir et construire des pistes de travail et d'amélioration du recours à l'alternance dans les associations. Pour vous donner un petit peu de méthode sur la manière dont on a procédé pour constituer ce rapport-là et pour récolter différentes données. D'ores et déjà, dans un premier temps, de l'analyse statistique sur des données enfin, en rapport avec le recours à l'alternance dans les associations, donc principalement des données quantitatives fournies par les services de la DRETS Auvergne-Rhône-Alpes, qui concernent des périodes allant de 2019 à 2022. Euh, un certain nombre de données issues également du baromètre Uniformation 2023 et aussi une enquête menée par nos soins, tant quantitative que qualitative, auprès d'une soixantaine d'associations qui constitue un échantillon non représentatif des associations, mais qui permet tout de même de dresser des conclusions très intéressantes sur le recours à l'alternance dans les associations. Et puis, pour venir affiner les différentes conclusions statistiques de ce rapport, on a été mené un certain nombre d'interviews pour recueillir les témoignages d'associations et d'alternants, alternantes euh, pour, euh, pour venir finir le travail de récolte de données sur ce rapport. Euh,
Pour rentrer dans je voulais vous rappeler un certain nombre de choses. Alors, évidemment, les analyses de ce rapport n'engagent que les acteurs du pilotage de la démarche PMAE et en particulier Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes. On voulait faire aussi très rapidement un rappel pour être sûr que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle en distinguant les deux contrats, les deux formes d'alternance. Donc, le contrat d'apprentissage possède en principe une restriction en termes d'âge et ne permet de préparer que des diplômes ou titres professionnels inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, alors que le contrat professionnel est plus ouvert. euh, et signifie aussi que le rythme école-travail dépendra de chaque formation. Voilà un petit rappel un petit peu pour distinguer les deux parce que le rapport le fait. Euh, pour démarrer la présentation de ce rapport. Ce qu'on constate, donc là, ce sont très majoritairement des chiffres qui nous ont été fournis par le service statistique de la DRETS. Ce qu'on constate, c'est entre 2019 et 2022, une explosion du nombre d'alternants et d'alternantes dans les associations avec entre 2019 et 2021 une multiplication par 3 des effectifs d'alternants et d'alternances, et puis une augmentation de 24% entre 2021 et 2022, donc une augmentation qui se poursuit, même si la tendance fléchit un petit peu, évidemment. Euh, Ce qu'on a on a choisi dans ce rapport de mettre toujours en regard aussi, le but de ce rapport, c'est aussi de montrer que dans le recours à l'alternance, les associations sont des employeurs spécifiques et de montrer comment et à quel point. On a choisi aussi de comparer évidemment sur l'augmentation du nombre d'alternants et d'alternantes entre 2019 et 2021, les associations avec les autres structures. Quand on dit autres structures, c'est autres structures du domaine privé et du domaine public. Euh, donc, une multiplication par 3 des effectifs dans les associations, alors que euh, c'est plutôt une multiplication par 2 dans les autres structures. Donc, on voit qu'effectivement, les associations ont bien pris le virage de l'alternance dans les chiffres. Ce qui nous intéresse particulièrement en tant que démarche, quand on est le copilote d'une démarche qui s'appelle Petites et moyennes associations employeuses, c'est de constater que la part des alternants ayant effectué leur alternance dans des petites associations augmente aussi assez largement entre 2019 et 2021, elle passe de 36% à 41% dans les petites associations qui sont donc majoritaires. Quand on parle de petites associations, c'est des associations de moins de 5 salariés, hein. C'est comme ça qu'on les désigne de manière générale. Euh, la part des alternants effectuant leur alternance dans une association, donc du coup, elle passe assez logiquement de 3% des effectifs d'alternants de manière générale, hein, en 2019 à 6% des effectifs en 2022. Et ce qu'on observe, euh, c'est que, il y a une part plus importante d'effectifs d'alternants en zone plutôt périurbaine, avec une tendance quand même, là on l'a pas fait apparaître, mais une tendance quand même qui montre que on a une augmentation dans les associations, donc plutôt des contrats d'alternance en milieu urbain. Euh, pour ce qui est plutôt du ressort des contrats, on va dire des tailles des contrats et des formations, euh, on constate que la part des alternants qui préparent un niveau bac en 2022 est assez importante dans les associations par rapport au reste des structures, puisque ça concerne presque un tiers des associations versus 17% dans les autres structures. On constate aussi que le recours à l'alternance dans les associations, encore une fois en 2022, est assez féminisé.
L'explication qu'on peut en donner, c'est que on constate que dans la région, l'emploi associatif est majoritairement dans le domaine du social et que 9 professionnels sur 10 dans le domaine du social sont des femmes. Donc ça a forcément aussi un impact, on va dire, sur l'alternance. Et voilà, c'est quelque chose d'assez présent. On constate aussi que l'âge des alternants au début de leur contrat enfin, les alternants qui arrivent dans les associations sont en moyenne un petit peu plus âgés que la moyenne. 21 ans dans les associations et 20 ans dans les autres structures. Euh, Là, on a fait afficher le chiffre seulement sur le niveau bac hein, dans cette présentation, mais les associations ont assez largement recours aussi aux alternants qui préparent un diplôme avec des qualifications de type bac+5, donc c'est sûrement là aussi l'explication. Un point qui nous a semblé très important dans l'analyse de ces données, c'est le déficit en fait de durée des contrats moyens, de la durée moyenne des contrats qui sont proposés en alternance, puisque dans les associations, puisque en moyenne, les contrats qui sont proposés dans les associations sont 3 mois plus courts que les associations et que les contrats qui sont proposés dans le reste des structures. L'explication qu'on a pu en trouver là-dessus, sur ce chiffre-là, c'est que euh, l'aide exceptionnelle n'étant valable que sur la première année du contrat et les associations ayant des modèles économiques spécifiques et parfois, enfin, on va dire difficiles, euh, peuvent avoir plus de difficultés à proposer des contrats qui sont plus longs, ce qui peut expliquer selon nous ce déficit de longueur des contrats proposés. Euh, Ensuite, parmi les motifs qui sont invoqués par les associations. Donc là, c'est plutôt des données qui sont issues de l'étude qu'on a pu mener par nos soins. C'est moins dans les... Là, on sort des statistiques qui nous ont été fournies par les services de la DRETS. On constate parmi les freins, parmi les leviers pardon, de motivation des associations à participer à l'effort collectif de formation des jeunes. Le motif qui est le plus ressorti, c'est la volonté des associations de participer justement à cet effort collectif de formation des jeunes. Donc ça nous a semblé assez étonnant hein, de prime abord, mais on constate que du coup c'est un aspect positif que ces valeurs de transmission des savoir-faire qui peuvent être, ou d'éducation populaire qui peuvent être chères aux associations, se retranscrivent aussi dans les motifs et cette volonté de participer à la transmission et à la formation. Et ensuite, on- les motifs qui suivent sont des motifs, on va dire, plus classiques de recours à l'alternance, donc dans le soutien de la charge le deuxième motif, c'est dans le soutien de la charge de travail d'un autre salarié de l'équipe, euh, dans le, dans le développement de nouveaux projets ou dans l'apport de nouvelles compétences. Je vous invite dans le rapport, il y a un certain nombre de précisions sur cette partie-là qui peuvent être assez intéressantes sur, par exemple, le rapport entre la taille des différentes associations et les raisons pour lesquelles elles ont recours à l'alternance. Ça peut, voilà, être intéressant d'aller piocher dans cette partie-là pour en savoir plus. Euh, Ensuite, pour mettre en regard donc les motivations des associations et les freins au recours à l'alternance, on a en numéro un l'impossibilité d'assurer un tutorat, que ce soit en termes de temps ou en termes de temps mobilisable ou en termes de compétences pour encadrer un alternant ou une alternante. En deuxième, des capacités financières limitées.
parmi donc toutes les associations qui ont bien voulu répondre à notre enquête. Ensuite, une activité qui ne convient pas forcément au rythme de l'alternance. Et puis sur des motifs, on va dire, loin derrière, un besoin d'accompagnement pour savoir comment s'y prendre. Et on a même constaté que 7% des associations ne savaient pas que les associations pouvaient recourir à l'alternance. Euh, pour prolonger, donc non plus sur le recours à l'alternance, mais plutôt sur le renouvellement de l'alternance, on a questionné les associations sur les motifs qui pouvaient les freiner sur le renouvellement de l'alternance. Le fait que les aides ne sont pas valables pour la seconde année du contrat, ce qui peut mettre en difficulté les associations. Euh, que effectivement, même avec l'aide de l'État, le recours à l'alternance peut tout de même fragiliser financièrement l'association. Donc, c'est là plutôt des motifs financiers. Et en trois, des difficultés techniques sur la simulation du coût des aides, de remplissage des formulaires, etc. On a quelque chose qui est ressorti aussi, encore une fois, enfin vraiment, je souhaite exposer ces propos sans aucun jugement de valeur. Mais on a un nombre certain d'associations qui ont pu faire remonter le fait qu'elles avaient choisi de miser beaucoup de temps pour former des alternants et des alternantes dans le but de pérenniser un emploi par la suite et qu'elles avaient pu se retrouver confrontées euh, à des refus ensuite des alternants et alternantes de prolonger l'expérience sur des contrats, on va dire, plus pérennes, ce qui a pu constituer un motif hein, de découragement pour certaines associations qui avaient investi beaucoup de temps. Euh, les métiers recherchés par les associations en alternance, donc on a beaucoup dans notre échantillon de métiers dans le domaine de l'animation, dans les métiers aussi également de la coordination de projets associatifs, et viennent ensuite la communication, l'administratif et l'accueil. Une chose qu'on a beaucoup pu faire remonter dans les différents témoignages, c'est que une des qualités qui est particulièrement appréciée du point de vue des associations, et je dis bien du point de vue des associations, on verra tout à l'heure que ça peut aussi être voilà, un point d'attention vraiment spécifique dans l'accompagnement des alternants et des alternantes, mais voilà, une qualité très appréciée dans les associations, la notion de polyvalence et d'autonomie qui s'y rattache. On est là maintenant sur une présentation des besoins d'appui pour les associations pour un meilleur recours à l'alternance. Euh, sur le point numéro un, donc obtenir davantage d'informations sur le coût, les prises en charge et les aides autour des contrats d'alternance. Avoir une connaissance des contrats et modalités de mise en œuvre plus importante, qui rejoint d'ailleurs beaucoup le point 4, hein, obtenir un éclairage sur le choix du contrat le plus adapté. Et puis, en numéro 3 se faire appuyer sur les démarches administratives. Et en numéro 5 connaître les centres de formation les plus adaptés. Sur ce qui est des appuis, de la satisfaction quant aux appuis, on a vu que un très bon point pour les appuis, les différents appuis. 83% pardon, des associations qui ont eu recours à un appui estiment que cet appui a totalement répondu à leurs besoins. Donc c'est un chiffre qui nous semble euh, très positif. On voit aussi que l'aide exceptionnelle de l'État pour les employeurs d'apprentis est déterminante pour 56% des associations qui ont choisi recourir à l'alternance. Alors sur la partie déterminante, mais c'est pas suffisante, on explicitera juste après.
Ensuite, pour vous donner une vue sur enfin plutôt sur la notion de tutorat dans les associations. Euh, donc, qui assure le tutorat dans les associations, sachant que la spécificité des assos est ici, puisque effectivement, on voit que le tutorat peut être effectué par des bénévoles ou par des salariés. Dans une immense majorité, le tutorat est effectué par un ou plusieurs salariés. Donc pour 14%, le tutorat est effectué à la fois par des bénévoles et des salariés, et pour 7% des associations, uniquement par des bénévoles. On tenait quand même à aller plus loin dans l'analyse de ça, puisque en fait sur la satisfaction au recours à l'alternance, on voit malheureusement que l'expérience de l'alternance est plus compliquée majoritairement dès lors que le tutorat est effectué par des bénévoles. On imagine assez facilement que ce peut être pour des questions de soit de mobilisation de temps, mais aussi de- euh, mais aussi pour des questions de professionnalisation, en fait, puisque le tutorat nécessite un certain niveau de professionnalisation dont on pourra développer davantage plus tard. Pour ce qui est du niveau de satisfaction entre les différents contrats, c'est pareil, on souhaitait mettre un petit coup de projecteur sur ce point-là. Euh, une satisfaction, une satisfaction totale beaucoup plus élevée dès lors que on est plutôt sur des questions, sur des contrats d'apprentissage versus contrats de professionnalisation, où les associations ont rencontré davantage de difficultés. Et un des points majeurs de l'analyse de ce rapport, c'est sur la pérennisation de l'emploi. On voit que deux associations sur trois, dans l'enquête qu'on a pu mener, n'ont jamais pu proposer de contrat en CDD ou en CDI après l'alternance. Et donc, quand on met ce chiffre-là en regard des autres structures employeuses d'alternants ou d'alternantes, on voit que la probabilité de se voir proposer un contrat en CDD ou en CDI après son alternance est quand même largement plus faible quand on est une association que quand on est une autre structure, puisqu'on est donc à 33% quand on est une association et 61% quand on est une autre structure. Euh, on va finir par une partie, on va dire, plus qualitative et sur la notion aussi de tutorat et d'intégration. Évidemment, euh, ça peut paraître normal et tout à fait logique pour un certain nombre d'employeurs, mais il semblait très important dans les témoignages et donc dans la retranscription des éléments qui sortent de ce rapport, de dire que pour une alternance réussie, l'intégration et l'accompagnement aussi des alternants doit au moins égaler celle des autres salariés. Et le tutorat doit être organisé parce qu'on a pu constater que bon nombre d'associations pensaient que embaucher un alternant, une alternante, c'était l'opportunité de gagner tout de suite du temps. Pas forcément. Engager un alternant ou une alternante, c'est déjà accepter et organiser son temps pour pouvoir permettre à une personne qui est en formation d'apprendre et de vivre une expérience professionnelle saine. Ce qu'on a pu voir donc là, plutôt en se plaçant du point de vue des alternants et alternantes, on a pu voir que les leviers de motivation des alternants euh, d'entamer leur première expérience dans une association
pour elles, les associations sont l'assurance de pouvoir mêler, la caution de pouvoir mêler euh, engagement et travail. Donc de pouvoir travailler sur un alignement en fait des valeurs entre ce qu'on peut penser et son milieu professionnel, et aussi l'opportunité donc de développer une multiplicité de compétences. Donc ça, c'était pour les raisons qui peuvent motiver les associations, les alternants et alternantes à venir de faire leur alternance dans une association. Et si on se place après du point de vue plutôt de l'expérience des alternants et alternantes, globalement des expériences réussies, mais parfois des difficultés face à l'autonomie demandée. Donc voilà, c'est un point voilà, qui rejoint cet élément de se dire qu'il y a l'intégration et le tutorat des alternants et alternantes doit être soigné dans les associations. J'ai oublié de vous dire que le rapport est disponible dans son intégralité sur le site pmae-aura.org. Euh, du coup, je vais passer la parole à David Seniobos, je vais te laisser te présenter, David, qui va pouvoir nous présenter les différentes pistes de travail et propositions pour une meilleure expérience du recours à l'alternance dans les associations. Merci Marc. Donc bonjour à tout le monde. Donc David Seniobos, donc moi je représente l'UNAT Auvergne-Rhône-Alpes, donc l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air. Nous sommes adhérents donc au mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes et donc moi je fais partie du conseil d'administration. Voilà. Ce qui nous paraissait important au mouvement associatif, c'est d'aller au-delà d'une simple collecte de données et de faire un peu parler ces chiffres, toutes ces données-là qui viennent de vous être présentées par Marc. Bah voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces données pour voir comment on peut améliorer en fait l'existant. Et donc, on a déterminé avec le mouvement associatif une douzaine de propositions. Donc, il y a 6 premières propositions qui sont plutôt des pistes de travail, en fait, hein, qu'il faut voir vraiment comme des leviers d'action. Et puis, les 6 autres que je vous présenterai un petit peu plus tard, c'est plus de l'ordre du plaidoyer pour une amélioration des conditions de l'alternance dans les associations. Alors, sur les premières propositions, donc, proposition numéro 1, consolider et diffuser les formations à la fonction employeur spécifiquement sur l'alternance. Donc, l'idée, c'est de faire progresser les associations pour un meilleur accueil des alternants et des alternantes. Des formations existent déjà, en fait, hein, pour les tuteurs et les tutrices. On a vu que ça pouvait être un frein, hein, un des premiers freins pour les associations de recourir à l'alternance, voilà, cette idée un peu de se dire qu'on n'a peut-être pas les compétences, pas suffisamment de compétences pour pouvoir accompagner correctement les alternants, les alternantes. Donc l'idée, c'est que ces formations puissent être diffusées, puissent être aussi améliorées, voilà, pour que les associations puissent s'en saisir, notamment auprès des associations qui ont, voilà, qui vont faire en sorte que ce soit les bénévoles qui sont dans la position un peu de tuteur, hein, puisqu'on a vu que les bénévoles, quand c'est eux qui sont en position de tuteur, eh bien, le taux d'insatisfaction est un peu plus élevé. Donc, on sent qu'il y a un besoin de formation des bénévoles. Et puis aussi auprès des petites associations, parce que petites associations, ça veut dire qu'il y a aussi moins de moyens humains pour pouvoir accompagner les alternants et les alternantes sur le terrain. Donc, c'est aussi axé plus du côté des bénévoles et des petites associations. Alors la proposition numéro 2, ensuite, c'est mettre en place des temps de partage de bonnes pratiques entre associations sur l'ensemble du territoire,
notamment sur les zones qui présentent un déficit de recrutement en alternance. Donc là, l'idée, c'est de partager les bonnes pratiques entre pairs, entre associations, créer des espaces d'échange, toujours dans une idée d'amélioration, hein, de progression, et puis de faire en sorte aussi que davantage d'associations puissent se saisir de ces dispositifs d'alternance. L'idée, ce serait d'avoir en fait des regroupements par métier, voilà, d'associations par métier pour favoriser les échanges. Ensuite, la proposition numéro 3 rejoint un peu cette idée aussi de partager les expériences par la création d'un livre blanc. Donc un livre blanc pour témoigner des différentes expériences d'alternance dans les associations, qui pourrait servir de guide pour une bonne alternance, voilà, pour des bonnes pratiques à nouveau, pour que les associations puissent suivre une certaine méthodologie dans l'accueil et l'accompagnement des alternants et des alternantes. La proposition numéro 4, l'idée c'est de prolonger l'observation du recours à l'alternance dans les associations, parce qu'on voit que depuis 2018, les dispositifs évoluent, les aides fluctuent aussi. Et donc, tout ce qui a été fait par le mouvement associatif là, sur ce travail d'observation et de données quantitatives qui vous ont été partagées là, on sent que ça peut être intéressant de poursuivre, voilà, voir si ces chiffres, comment ces chiffres vont évoluer par la suite dans les prochaines années et en fonction aussi de l'évolution des dispositifs. Donc, ça nous paraît important de continuer en fait cette observation, cette étude. Proposition numéro 5, approfondir l'accompagnement d'associations spécifiques dans leur recours à l'alternance, c'est-à-dire approfondir l'accompagnement auprès des associations qui ont encore peu recours à l'alternance. Donc on voit qu'il y a des associations comme les associations environnementales, les associations qui sont dans le domaine des loisirs, des arts et de la culture aussi. Il y a plusieurs domaines comme ça où, pour l'instant, les associations se sont assez peu saisies de ces dispositifs d'alternance. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner spécifiquement ces associations dans ces domaines d'activité-là. La sixième proposition, c'est par rapport au contrat de professionnalisation, en fait, hein. Donc, avoir un regard sur les associations qui y ont recours. On a vu que les différences de contrats créaient aussi des difficultés dans l'accompagnement et également des taux de satisfaction qui sont assez différents en fonction des contrats qui sont utilisés par rapport à l'alternance. Donc, voilà, c'est essayer de comprendre davantage pourquoi sur le contrat de professionnalisation, il y a des difficultés qui persistent pour les associations. Et donc comprendre pour mieux accompagner à nouveau les associations si elles souhaitent se saisir de ce dispositif-là. Donc voilà pour on va dire, les pistes de travail dans le domaine des actions, hein, dans le domaine des leviers d'action. Ensuite, on a 6 autres propositions qui vont être plus de l'ordre du plaidoyer. Donc proposition numéro 7, là on est dans l'idée d'appuyer la montée en compétences des associations. Et donc pour ce faire, l'idée c'est de valoriser l'alternance dans les associations, notamment auprès des structures qui forment. C'est-à-dire de aussi avoir un discours auprès des structures qui vont former des apprentis, des alternants, pour leur dire que c'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable dans les associations. Ça peut être des bons terrains d'apprentissage pour les jeunes, et donc d'avoir ce discours-là. La proposition numéro 8 va être aussi de mener une campagne de valorisation, mais cette fois-ci pas au niveau des structures qui forment, mais directement auprès des associations. Parce que comme on a vu tout à l'heure, il y a encore 7% des associations qui ne connaissent pas les dispositifs d'alternance. Donc il y a aussi un vrai travail de faire connaître ces dispositifs-là pour que les associations puissent y adhérer et s'insérer dans ces dispositifs.
La proposition numéro 9, c'est aussi de la valorisation, mais cette fois-ci, c'est valoriser l'embauche des alternants en situation de handicap pour faire des associations un terrain exemplaire. On voit, alors il n'y a pas eu de chiffres présentés à ce sujet, mais vous verrez dans le rapport que la part des alternants en situation de handicap n'a pas suivi l'explosion du nombre d'alternants. Elle a même baissé dans les associations. Donc là, il y a aussi tout un travail de valorisation pour que les alternants, alternantes en situation de handicap trouvent des situations d'apprentissage aussi dans les associations. La proposition numéro 10 va être de l'ordre de la pérennisation de l'emploi. On voit dans les associations que c'est compliqué de financer la deuxième année du contrat d'apprentissage parce que les aides diminuent, voire les aides sont quasiment nulles. Donc nous, ce qu'on prône, c'est que ben, l'aide puisse exister, en fait, hein, qu'il y ait une aide financière pour la seconde année de contrat en alternance, pour permettre aux associations de recourir à l'alternance sur un temps plus long, hein, puisqu'on voit que la durée du contrat dans les associations, ben, vu qu'il n'y a plus d'aide sur la deuxième année, et ben, elle a tendance à baisser cette durée en fait d'alternance dans les associations, alors que dans les entreprises, la possibilité pour les alternants et les alternantes de faire leur alternance va être plus longue en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que cette aide qui existe sur la première année puisse aussi exister la seconde année, voire même après. Et là, on arrive à la proposition numéro 11, puisqu'on a vu aussi dans les chiffres hein, que c'était compliqué pour les alternants qui sont au sein des associations de poursuivre ensuite hein, sur un vrai contrat salarié, hein, que ce soit un CDD ou un CDI, parce que pareil, en fait, hein, là, l'idée, c'est que les aides, pour l'instant, elles n'existent pas. Donc, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les aides financières puissent aussi se poursuivre au-delà du contrat d'alternance, hein, sur plusieurs années, sur 2 ans, sur 3 ans, afin de faire en sorte que davantage d'alternants et d'alternantes puissent poursuivre dans les associations, en CDD, en CDI, et puis faire le pari en fait que l'alternant, l'alternante, une fois embauché, va aussi pouvoir professionnaliser l'association et donc augmenter au fur et à mesure les ressources, que ce soit par le déploiement de nouvelles activités au sein de l'association ou en trouvant d'autres aides financières pour pérenniser l'emploi. Mais en attendant de trouver ces aides ou de déployer l'activité, ben voilà, une petite aide financière pour commencer, ça peut être déjà un grand pas pour les associations, pour pérenniser les emplois. Et enfin, la proposition numéro 12 s'adresse au secteur, on va dire, en tension, c'est-à-dire là où il y a des difficultés de recrutement par exemple dans le domaine de l'animation, dans le domaine aussi bah, sanitaire et social, hein. On sait que c'est compliqué pour les associations de trouver du personnel et de fidéliser le personnel. Dans le tourisme social, c'est aussi complexe. Et donc, il serait intéressant pour, on va dire, favoriser l'emploi dans ces domaines d'activité où les recrutements sont compliqués, et aussi pour faire en sorte que les alternants bah, soient peut-être davantage intéressés pour aller dans ces domaines-là. Il nous semble important que l'aide, elle puisse être un peu bonifiée en fait sur les secteurs où il y a des tensions qui existent en termes de recrutement. Voilà. Donc, une autre proposition, c'est la proposition donc numéro 12, la bonification de l'aide financière pour l'alternance quand l'activité de l'association se situe donc dans les secteurs en tension dont je viens de vous parler. Voilà pour les 12 propositions. Et je pense qu'après, on aura un temps d'échange sur de questions-réponses à la fin du webinaire. Merci beaucoup, David, pour tous ces éclairages. Il y a déjà différentes questions qui apparaissent dans le chat. Merci beaucoup. Nous sommes en train de les collecter et on reviendra en effet sur ces questions en dernière partie de webinaire. Suite à la présentation des données du rapport et des propositions qui en émanent, nous vous proposons de dialoguer avec trois partenaires que l'on a sollicités pour nous donner un peu une prise de recul et leur point de vue et également leurs travaux également et
voilà, leurs travaux et leurs actions sur le soutien à l'alternance dans les associations. Donc, on accueille trois partenaires, Naïm Moumeni, excusez-moi pour la prononciation, qui est chargée de plaidoyer à l'ANAF, l'Association des apprentis de France, Méridith Guihanef, qui est chargée de projet en territoire pour l'UDES Auvergne-Rhône-Alpes, et Jean Bajard, qui est conseiller emploi-formation au sein de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes de Uniformation. Merci à tous les trois d'avance pour vos contributions. Alors, on va peut-être d'abord, Naïl, une première question pour la NAF. Donc, d'abord, je vous demanderai de présenter un peu la NAF en introduction. Et puis, une question par rapport à votre regard à vous, puisque le rapport qui vient d'être présenté montre amplement le regard des associations, le point de vue un peu plus du côté employeur associatif sur le recours à l'alternance. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous pouvez nous donner le regard des alternants et des alternantes, pardon, notamment sur leurs expériences de l'alternance dans les associations? Que ce soit en amont de la réalisation de l'alternance, mais aussi pendant l'expérience, et notamment avec un regard un peu plus assidu sur la qualité de vie et les conditions de travail et l'organisation du tutorat. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Naïm Meni, chargé de plaidoyer pour l'ANAF, l'Association des apprentis de France. Alors tout d'abord, merci pour votre invitation et pour la réalisation de ce rapport qui nous est bien utile ici à l'ANAF. Euh, pour nous présenter rapidement, l'ANAF, c'est la première organisation nationale de représentation des apprentis et de leurs intérêts. On est une association à but non lucratif, reconnue d'intérêt général. On porte trois missions principales, représenter les apprentis, accompagner les apprentis et valoriser l'apprentissage. Pour répondre à votre question, tout d'abord, l'ANAF tire son point de vue des apprentis grâce aux différents outils que nous avons mis en place. De ce côté-là, nous avons SES Apprentis, qui est un chat en ligne dans lequel nous répondons à toutes les questions des apprentis, des futurs apprentis, des anciens apprentis, mais également toutes les questions des acteurs de l'apprentissage. Alors ici, il est clair que nous recevons essentiellement des sollicitations de personnes qui souhaitent s'orienter vers l'apprentissage ou des personnes qui sont actuellement en apprentissage et qui ont une interrogation, un problème avec l'école, le contrat ou l'employeur. On est également présent sur de nombreux salons et chaque année, on organise un tour des apprentis dans lequel on accompagne les futurs apprentis en leur expliquant les spécificités de l'alternance, donc les spécificités de cette voie de formation, mais aussi en leur permettant de muscler leur candidature pour leur donner un maximum de chances pour décrocher un contrat. Donc concrètement, pour connaître le regard des alternants sur l'application de l'alternance dans les associations, on peut raisonner effectivement en trois temps, au stade de l'orientation, pendant le contrat et après le contrat. Alors au stade de l'orientation, il est clair que l'alternance en tant que telle, c'est une voie de formation qui, malgré la hausse de ses effectifs, est mal connue. Il y a beaucoup de mythes, beaucoup de mauvaises informations, il y a beaucoup d'interrogations. Et donc, la possibilité d'une alternance dans le milieu associatif souffre forcément et assez singulièrement de ce manque d'information. Beaucoup de futurs apprentis ne savent pas ou ne savaient pas qu'il était possible de recourir à l'alternance dans une association. On constate la même chose pour les contrats d'apprentissage dans le secteur public, car beaucoup de futurs apprentis pensent, avant de se plonger dedans, que l'apprentissage est réservé aux entreprises. C'est intéressant de lire d'ailleurs dans votre rapport que c'est également le cas pour 7% des associations que vous avez interrogées. Donc à partir de là, nous, notre travail, et c'est un travail qui est collectif, hein, c'est d'informer les apprentis les futurs apprentis sur cette possibilité. Et généralement, le retour qu'on a, il est très positif, car ça permet effectivement de pouvoir cumuler ses engagements personnels avec à la fois ses études et sa formation professionnelle. Et c'est pourquoi on encourage, et assez spécifiquement à la NAF, le recours à l'alternance dans le secteur associatif. Maintenant, au deuxième niveau, c'est-à-dire au stade de l'exécution du contrat, les retours, globalement, ils sont tous très positifs. Je vais parler ici forcément que des difficultés qui se posent parce que généralement, si on nous contacte sur SES Apprenti, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou une information dont on ne dispose pas. Et ici, ça ne va pas forcément vous surprendre puisque le rapport met en évidence les problématiques que nous, on constate et elles se posent principalement à deux niveaux. Donc, un, c'est la notion de tutorat. Un apprenti doit avoir un tuteur ou un maître d'apprentissage qui peut effectivement être salarié ou bénévole.
Ce tutorat, il nécessite du temps, il nécessite des compétences. Et c'est pour nous la principale chose à prendre en compte lorsqu'on souhaite embaucher un apprenti. Est-ce qu'on pourra lui accorder le temps nécessaire? Le mode de fonctionnement des associations, mais aussi le mode de financement font que ce tutorat, par manque de temps ou de compétences, il n'est pas toujours assuré dans les meilleures conditions. Cette notion de tutorat, on la met d'ailleurs souvent en lumière avec les chiffres des ruptures des contrats d'apprentissage, notamment au début. Il est intéressant de voir dans votre rapport que côté employeur, les associations sont également d'accord, elles sont au fait pour dire que le tutorat pose problème. Donc il est important de le soulever. Et la règle à chaque fois, ça devrait être la même, c'est que on n'embauche pas d'apprenti si on ne peut pas assurer son tutorat. Et c'est effectivement là-dessus qu'il faut travailler. Maintenant, en deuxième, c'est intéressant parce qu'on retrouve aussi dans le rapport, c'est la notion de polyvalence qui est mise en évidence dans les points positifs du recours à l'alternance par les associations. Alors, effectivement, le secteur associatif, par nature, permet aux alternants de développer un panel de compétences très large dans des postes très variés, allant du support à l'opérationnel ou à la gestion de projet. Et effectivement aussi, dans les associations, les postes sont moins figés, moins cantonnés que dans des entreprises classiques. Toutefois, de ce côté-là, on encourage à être vigilant et à ne pas oublier que le recours à l'alternance a un seul objectif, préparer un apprenti au diplôme ou au titre qu'il vise. On se permet donc assez régulièrement d'alerter sur le fait que oui, la polyvalence et la diversité des missions, ça peut être une bonne chose, et que toutefois, il ne faut pas trop s'éloigner des compétences visées par les études que prépare l'apprenti. Maintenant, sur le dernier point, après l'apprentissage, il y a beaucoup plus de difficultés à mobiliser des informations et le manque de visibilité là-dessus est énorme. En tout cas, lorsqu'on peut le constater, le recours à l'alternance est extrêmement bien perçu par les apprentis. Le secteur associatif ne fait pas défaut. Ce qui pose difficulté, et assez singulièrement avec le secteur associatif, ce sont les problèmes de financement de contrats de travail classiques après l'alternance, mais aussi de l'autre côté, une volonté pour les alternants, parfois de changer de structure, car ce qui se développe dans l'ESS et dans le secteur associatif plus généralement permet une plus grande volatilité des anciens apprentis, justement parce qu'ils ont étudié et touché à des domaines qui sont plus larges. Donc voilà, pour conclure sur cette question, en tout cas, l'apprentissage dans le secteur associatif, c'est une voie de formation qui est encouragée, qui est de plus en plus plébiscitée par les futurs apprentis, qui est extrêmement bien vue. Et le bon point dans tout cela, ça reste tout de même que les problèmes que nous adressons ici et qu'on retrouve dans le rapport s'inscrivent là plus dans le cadre de pistes d'amélioration et d'adaptation que de réels problèmes structurels. Oui. Merci beaucoup, Naïl. On reviendra vers vous pour une deuxième question. Maintenant, je vais me tourner vers Meredith, donc Meredith de l'UDES, l'Union des employeurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Meredith, dans le rapport, on a vu que l'alternance peut être une vraie opportunité pour les associations et notamment pour développer de nouveaux projets ou développer leurs projets associatifs. Une question du coup pour vous, en quoi l'implication des jeunes dans les associations, c'est également un enjeu sur le long terme, notamment pour le développement de l'emploi associatif et plus largement le développement de l'économie sociale, de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire. Et puis même question, Meredith, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur qu'est-ce que l'UDES et qu'est-ce que vous portez? Bonjour à toutes et à tous, merci Amélie. L'UDES, donc, c'est l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes une organisation patronale représentative de l'économie sociale et solidaire en France, donc avant tout un syndicat qui représente aussi les droits et fédère les employeurs de l'économie sociale et solidaire au niveau national. Nous avons travaillé sur ce sujet et nous travaillons sur ce sujet, notamment au vu des différentes actualités dont on pourra en reparler avec notamment Uniformation, Jean Bajard d'Uniformation. Et nous constatons largement il y a une montée en puissance de la volonté du sens au travail chez les jeunes. Donc, qui dit avoir un peu plus de sens au travail, dit aussi une réponse des associations dans cette volonté-là. Donc, on voit que dans une enquête qu'on a réalisée en 2023 sur les attentes des Français en écho aux transitions sociales et écologiques, les valeurs défendues par l'entreprise sont largement citées par les jeunes de 18 à 34 ans en termes d'attractivité de l'emploi. Donc, finalement, on voit que les besoins des associations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire
de manière générale et les besoins des jeunes et des salariés peuvent se regrouper sur les valeurs. Et on voit que du côté des associations, les contrats en alternance permettent aussi de répondre à des métiers en tension, comme on l'a pu l'évoquer par ailleurs. Je pense notamment au métier du soin et de l'accompagnement. On voit certaines petites structures, par exemple, qui forment un ou deux professionnels et qui peuvent s'appuyer sur les collectifs de groupements d'employeurs, notamment dans le médico-social. Donc ça peut vraiment aussi venir épauler la mission de la structure. Et puis, ça donne de la visibilité. Donc, comme le disait à juste titre Naïl, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne savent pas qu'on peut faire une alternance dans les associations aujourd'hui. Et le fait de largement recourir et de promouvoir aussi ce contrat de travail permet de donner de la visibilité aux entreprises de l'ESS et donc de pallier à de potentielles difficultés aujourd'hui de métiers en tension, mais aussi demain, parce qu'on voit qu'il y a énormément de départs à la retraite qui sont à prévoir dans les années à venir et qu'aujourd'hui, nous avons 30% des salariés de l'ESS qui ont 50 ans ou plus. Euh, Dans ce cadre-là, l'UDES et les partenaires sociaux réfléchissent à la promotion de l'alternance, bien que l'UDES ait très bien conscience des enjeux de professionnalisation des structures. Il est pour nous quand même essentiel de promouvoir les contrats en alternance et ça se traduit notamment actuellement dans des réflexions qui est au niveau national dans le groupe de dialogue social de l'économie sociale et solidaire, qui, en lien avec les partenaires sociaux, donc les syndicats de salariés, se saisit de l'acquisition de la transition démographique et notamment, du coup, de la promotion de l'alternance pour répondre aux enjeux de demain. Merci beaucoup, Meredith, pour ces éléments qui éclairent aussi par rapport à l'emploi plus largement dans l'ESS. Je me retourne maintenant vers Jean Bajard, donc conseiller emploi formation au sein de Uniformation Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, Jean, pour cet appui pour l'élaboration de ce rapport. On a pu le voir, il dresse des conclusions intéressantes et puis les propositions qui émanent pour nous sont des perspectives notamment de réussite, de conditions de réussite de l'alternance dans les associations. Mais on sait également qu'il faut prendre en compte une actualité changeante autour de l'alternance. On voulait voilà, vous interroger sur si vous pouviez un peu resituer le contexte le nouveau, notamment des aides et voilà, du recours à l'alternance pour les structures, toutes structures confondues, bien entendu. Et même question également, redire un peu l'appui d'Uniformation pour les associations, en tout cas qui sont membres chez vous, sur ce recours à l'alternance. Voilà. Eh ben, Vos actions. bonjour à toutes et à tous. Donc, Jean Bajard, conseiller emploi formation chez Uniformation. J'interviens spécifiquement sur le territoire de Lyon et Villeurbanne, mais j'ai aussi une autre casquette de référent régional alternance. Pour revenir sur le rôle de l'OPCO, opérateur de compétences, il faut savoir qu'il y a 11 OPCO en France pour lesquels nous sommes tous missionnés pour justement les mêmes missions. On va être amené à accompagner nos adhérents sur des questions à la fois qui ont attrait au financement de la formation, mais également aussi à des logiques RH. Comment on se répartit ces différentes entreprises et associations? Eh bien, c'est par rapport soit la convention collective qui est appliquée, soit par rapport à l'activité de la structure. Et moi, je représente l'OPCO de la cohésion sociale. Donc, je vais avoir des structures soit qui ont une convention collective qui flèche vers les métiers de la cohésion sociale, soit des structures sans convention collective, dont l'activité principale est une activité liée au métier de la cohésion sociale. Et notre OPCO a la particularité d'avoir énormément d'associations au niveau de ses adhérents, tout comme l'OPCO de l'AFDAS qui s'occupe
de tout ce qui a trait à la culture, à la communication, l'opco-santé, sur le domaine de la santé, etc. Donc, par rapport aux missions que l'on a, comme je disais, de pouvoir accompagner nos différents adhérents, on a également aussi une mission d'assurer le financement de l'alternance, donc le financement de tous les dispositifs qui sont en lien avec l'alternance, le contrat d'apprentissage, le contrat pro et également le dispositif PROA. Dans le cadre de cette mission de financement, on a également aussi une mission d'accompagnement, donc pour pouvoir, on va dire, être un appui au niveau des structures sur à la fois l'aide au choix du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, celui qui sera le plus adapté en termes de coûts, le plus adapté vis-à-vis de l'association, mais également on est amené à accompagner pour faire tout ce qui est dépôt administratif, etc. On va dire, voilà, une des missions importantes par rapport au domaine de l'alternance se situera là-dessus. Euh, C'était intéressant de pouvoir faire effectivement un lien avec le contexte aujourd'hui, on va dire au 30 septembre 2024, puisque le rapport a été fait il y a voilà, quelques semaines avec des éléments de contexte qui étaient ce qu'ils étaient à ce moment-là, et qu'aujourd'hui, il est intéressant quand même de se projeter par rapport à l'année prochaine et au fait que il y a notamment deux, trois éléments qui sont en réflexion autour à la fois du financement de l'apprentissage, mais également aussi des aides qui sont en lien avec ce contrat. Pour parler peut-être rapidement du financement, pour rappel, si on prend l'exemple du contrat d'apprentissage, chaque diplôme a un financement qui est dédié, un niveau de prise en charge qui est fixé par France Compétences et par les branches professionnelles, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un diplôme établi, par exemple un BPGEPS dans l'animation, a un niveau de prise en charge qui est fixé et qui doit être appliqué par l'OPCO vis-à-vis de la prise en charge de ce contrat d'apprentissage. Et aujourd'hui, voilà, il y a une réflexion autour de ce niveau de prise en charge pour continuer à avoir un système qui soit le plus efficient et le plus pérenne possible, car aujourd'hui, on est sur un système, l'équation n'est pas encore la bonne qui est trouvée, c'est-à-dire qu'il y a un déficit par rapport à ça. Donc la logique est de pouvoir trouver à terme quelque chose qui s'équilibre. Et notamment, il y a des réflexions autour du fait d'impliquer, par exemple, les branches professionnelles dans le financement de ces contrats d'apprentissage, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un contrat d'apprentissage, il n'a qu'une source de financement, c'est les fonds de l'alternance. Et on ne peut pas y associer autre chose. Donc voilà, on peut imaginer qu'il peut y avoir une évolution à terme là-dessus. Donc c'est important d'avoir ce regard-là par rapport à ce rapport. Et puis l'autre élément sur lequel je souhaitais pouvoir évoquer, c'était vis-à-vis de l'aide exceptionnelle. Alors après, peut-être qu'on en reparlera, notamment du côté de l'ANAF par rapport à ça. Aujourd'hui, il existe une aide qui est versée par l'État pour tout contrat d'apprentissage signé. Cette aide exceptionnelle, comme son nom l'indique, a pris, on va dire, son démarrage spécifiquement en période post-Covid, post-crise sanitaire, pour maintenir le niveau d'engagement de ces contrats, des contrats en alternance. Aujourd'hui, il y a, vous en avez entendu parler, une réflexion autour de l'existence de cette aide en 2025. Est-ce qu'elle sera du même montant? Est-ce qu'elle va disparaître pour une autre aide? Est-ce que cette aide va être patinée en fonction du niveau de diplôme visé, en fonction de la taille de la structure visée? Donc c'est important d'avoir aussi ces éléments de contexte vis-à-vis des associations qui nous écoutent et qui souhaitent à terme pouvoir recruter quelqu'un en alternance l'année prochaine. Voilà, il y a aujourd'hui c'est au cœur des réflexions, avec aucune version entre guillemets arrêtée, puisque je ne sais même pas si d'ailleurs les pourparlers ont commencé. De toute façon, on est sur un gouvernement tout frais, j'ai envie de dire, par rapport à cette question-là. Il n'empêche que voilà, c'est le rapport de l'IGAS qui a un peu posé les jalons financiers par rapport à ça. Donc, il y a de fortes chances que ces éléments-là soient
discuter très rapidement. Juste pour rappeler, peut-être terminer là-dessus, il y avait justement dans les préconisations le fait d'avoir une aide qui soit pérenne sur plusieurs années. Il faut savoir que pendant suite à la réforme de 2018, la réforme de la formation qui a mis en place tout cet écosystème du financement de l'apprentissage, il y avait une aide. On l'a oublié, mais il y avait une aide pour le contrat d'apprentissage qui s'étalait il faut aller jusqu'à 3 ans en termes d'aide. C'était l'aide au contrat d'apprentissage. Mais comme elle a à peine eu le temps de se mettre en place, puisqu'il y a eu l'aide exceptionnelle qui est passée par-dessus, on a un peu oublié qu'il y avait cette possibilité-là qui existait. Alors, peut-être qu'on va repartir de cette base-là. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il est important d'avoir au moins ces éléments de contexte financier, puisqu'ils sont quand même cruciaux par rapport à nos enjeux. Oui, merci beaucoup pour ces éclairages sur le contexte actuel. Jean, on reviendra vers vous pour reprendre un peu le rôle de plus précis d'Uniformation et des OPCO. Mais en effet, on va se tourner une nouvelle fois vers Naïl de la NAF au vu de son regard sur l'actualité. Euh, pour le mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui ressort de ce rapport, vous l'aurez compris, c'est quand même de continuer à valoriser l'alternance. Et on avait envie de vous poser la question pour vous, pour la NAF, à quel point il vous semble important de poursuivre et de continuer voilà, à ce que les associations aient recours à l'alternance. Et du coup, quels moyens on peut se donner pour que ça puisse se faire dans de bonnes conditions, améliorer aussi, on l'a déjà dit, hein, mais les conditions de recours à l'alternance, l'accompagnement et la mise en place et le tutorat en particulier. Mais pour vous, voilà, quelle priorité serait à identifier, à être attentif, quels appuis, quels moyens on peut aller chercher et quelles ressources au vu de ce nouveau contexte qui va, qui va continuer d'évoluer, on l'a vu. Oui, alors effectivement, concernant l'actualité, si on parle du recours des associations à l'alternance, les nouvelles risquent de ne pas être très encourageantes, ce qui aurait une baisse de plus de 2 milliards d'euros pour le ministère du Travail dans le prochain projet de loi de finances, ce qui va forcément impacter le financement de l'apprentissage. Et ici, il faut bien être conscient que ces baisses, euh, presque peu importe d'où elles viennent, ou en tout cas si on regarde le rapport de l'IGAS-IGF mentionné par Jean Bajard, peu importe d'où elles viennent, elles ont de fortes chances d'impacter négativement le coût pour l'employeur de l'embauche d'un apprenti. S'il y a une revue à la baisse de l'aide à l'embauche, il y aura forcément plus de fonds à mobiliser côté employeur pour recruter un apprenti. De l'autre côté, si les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage sont revus à la baisse, il y a un fort risque d'augmentation du coût pour l'employeur, car mécaniquement, les CFA vont soit fermer certaines classes, soit augmenter le reste à charge pour l'employeur. On peut aussi ajouter que, au-delà des conséquences, enfin, de ces conséquences directes sur l'apprentissage, ESS France anticipe une baisse importante sur le financement de l'ESS, donc un double impact pour le secteur associatif. Et donc, on aura du mal à vous dresser des perspectives qui impliquent une augmentation de la dépense nationale concernant l'apprentissage et le secteur associatif parce que c'est pas très à la mode en ce moment. En tout cas, ces éléments, ils ne doivent pas nous empêcher de dresser des perspectives et des priorités. Pour commencer peut-être sur la distinction contrat pro, contrat d'apprentissage dont il est fait mention, c'est extrêmement intéressant de voir que le dispositif n'a pas du tout la même popularité. En tout cas, pour le contrat pro, enfin, l'étude a été faite avant cette actualité, mais l'aide à l'embauche d'un alternant en contrat de professionnalisation pour les moins de 30 ans a été supprimée. Donc, on estime quand même que c'est un contrat qui a presque vocation à disparaître dans certains cas, et notamment pour le secteur associatif. Le contrat d'apprentissage devrait devenir de plus en plus le vrai contrat de droit commun en alternance. Maintenant, concernant les pistes évoquées, on rejoint le rapport à plusieurs égards. Pour nous, le partage des bonnes pratiques entre les associations, il est absolument essentiel. Le rapport pointe le manque d'informations côté employeur, que ce soit pour des questions pratiques, des questions d'accueil, d'accompagnement, aussi des questions RH, salaire, rédaction de contrat, etc. Ce manque d'informations, il est très présent et il se fait ressentir côté employeur. Et quand il se fait ressentir côté employeur, souvent il est aussi ressenti côté apprenti.
ça ne devrait pas être un frein et il est important de diffuser le fait que les OPCO peuvent accompagner les employeurs là-dessus, et donc les associations qui embauchent des apprentis. Et également, il ne faut pas hésiter à nous contacter, nous, la NAF, sur SES Apprentis, parce que en cas de problème ou de questions liées à l'alternance, au recours à l'alternance ou même après l'alternance, même côté employeur, nous sommes là pour répondre à vos questions et vous apporter des conseils ou de l'accompagnement pour que tout se déroule au mieux dans les meilleures conditions. On rejoint également le fait qu'il apparaît essentiel, primordial de diffuser une formation pour les tuteurs et les maîtres d'apprentissage. Le secteur associatif connaît bien ce type de dispositif. C'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans la formation des tuteurs pour le service civique. C'est vraiment quelque chose qui permettrait un meilleur engagement de l'apprenti, un engagement dans la durée. Ça permettrait, selon nous, de réduire grandement les ruptures de contrat, notamment au début d'exécution, et de faciliter la pérennisation des contrats post-alternance. Maintenant, une des grandes problématiques, si on veut dresser des moyens, des appuis ou encore des priorités, c'est le manque d'information et de visibilité sur un plan plus structurel. C'est pourquoi on encourage totalement la création de rapports comme celui que nous sommes en train de commenter. On rejoint totalement le fait de poursuivre ce type d'initiative puisque c'était dans les propositions et de les exporter au niveau national. Et on remercie une nouvelle fois le mouvement associatif de l'avoir fait ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça me permet peut-être d'évoquer un dernier point, c'est que il n'existe rien ou presque rien concernant les remontées d'informations post-alternance, donc sur le recours à l'alternance une fois qu'il a été fait par les anciens apprentis. Donc au-delà d'approfondir cette étude, une des bonnes pistes de développement serait la création d'études spécifiques concernant les anciens apprentis. Il n'en existe pas et l'ANAF a pour projet de travailler sur cette question et on invite d'ailleurs tous les acteurs pertinents à nous contacter si ça les intéresse. Et donc voilà, pour terminer sur cette question, les priorités pour nous sont d'appuyer un meilleur accompagnement grâce au renforcement des maîtres d'apprentissage, une meilleure mise en commun des pratiques, notamment pour les petites structures et les petites associations, et la poursuite de ces travaux qui permettent vraiment d'identifier les problématiques propres au secteur associatif. Merci beaucoup, Naïl. J'en profite pour dire si vous voulez communiquer, Naïl, vos coordonnées dans le chat afin que ça soit aussi un appui pour ceux et celles qui sont parmi nous aujourd'hui, parce qu'on a eu notamment cette question, hein, vers quels acteurs peut-on se tourner pour se faire accompagner et mettre en place l'alternance, notamment pour des associations qui n'ont pas forcément de poste support et des difficultés financières voilà. Donc, en acteur, on peut, et on a le regard aujourd'hui donc de la NAF. Donc, n'hésitez pas, Naïl, à transmettre vos coordonnées. Je reviens rapidement vers Jean Bajard. Vous l'avez déjà évoqué dans la première partie de enfin, dans vos réponses à la première question, pardon. Mais voilà, le rapport, il montre bien qu'un des facteurs de réussite de l'expérience de l'alternance, il est conditionné par l'accompagnement extérieur. Du coup, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur le rôle des OPCO? Vous l'avez déjà fait, mais peut-être appuyer un peu plus précisément sur le rôle des OPCO et notamment dans la réussite de l'expérience de l'alternance pour les associations, peut-être un retour d'expérience locale que vous souhaitez partager. Et j'en profite pour déjà partager une première question qui est apparue dans le chat, mais il y a cette question notamment sur le versement de l'aide, d'où vient-elle? On peut peut-être être parfois un peu perdu sur les acteurs à solliciter sur le recours à l'alternance. Peut-être est-ce que vous pouvez aussi en profiter pour répondre à cette question, qui est l'acteur qui dispense de l'aide du recours à l'alternance? Alors, Merci. je vais faire dans l'ordre, on va faire un petit focus effectivement sur l'organisme ASP qui est chargé de verser cette aide exceptionnelle. Dans le schéma des acteurs qui vont conditionner au versement de l'aide, c'est bien auprès de l'OPCO que l'association va déposer son contrat. Là, on prend le cas du contrat d'apprentissage. L'OPCO va s'assurer d'engager ce contrat, va vérifier certains éléments, j'y reviendrai après par la suite, au niveau de ce contrat d'apprentissage, va l'engager financièrement et va le déposer auprès de la DGEFP.
auprès donc du ministère. Et ce même ministère va reverser les éléments quasiment instantanés à son organe chargé de verser l'aide, l'organe ASP. Je m'excuse, je ne me rappelle plus de l'acronyme d'ASP, mais en tout cas, c'est bien cette structure qui est chargée de verser l'aide. Donc, il y a bien cette première étape, c'est bien l'OPCO qui se charge de faire déjà la première démarche. Après, derrière, au niveau de la DGEFP et du raccrochage au niveau de l'organe ASP qui va verser l'aide, comme je vous disais, c'est quasiment instantané. Les seuls petits points d'accrochage qu'on peut avoir, c'est quand il va y avoir, par exemple, des dissonances entre le numéro de SIRET, par exemple, qui a été déposé au contrat d'apprentissage, et où est, pardon, le SIRET du versement du salaire du contrat d'apprentissage, hein. En effet, l'apprenti, il va avoir son salaire, il va y avoir une déclaration qui va être faite tous les mois par rapport à son salaire, donc ce qu'on appelle la DSN. C'est bien cette info-là qui remonte au niveau de l'État et de l'ASP pour dire, OK, il y a un apprenti qui est dans l'association X, et en face, il y a un contrat qui est enregistré de l'association X. OK, c'est bien, on fait matcher les deux éléments, donc on peut verser l'aide. Et parfois, il y a, eh ben, l'apprenti, il est enregistré sur l'association X, et chez Uniformation, bah, c'est un SIRET Y qui apparaît. Donc ça va pas. Et c'est là où il peut y avoir éventuellement un blocage du versement. Et donc derrière, on a des alertes qui nous permettent de voir où il y a un souci, on va corriger ça. Donc ça se fait bien dans cet ordre-là. C'est bien généralement au niveau des informations qui sont divulguées au niveau du contrat où il peut y avoir un petit grippage, entre guillemets. Mais aujourd'hui, c'est quand même plutôt assez fluide par rapport à quelques années, les premiers versements de cette aide. Donc ça, c'était le petit point par rapport expliqué par rapport au versement. Avant de reprendre un peu le rôle de l'OPCO, je fais un petit lien avec ce que disait Naïl pour lui dire que, par exemple, Uniformation a mis en place une étude de cohorte d'apprentis. C'est-à-dire que on interroge les apprentis qui sont issus d'un contrat d'apprentissage chez Uniformation à 6 mois, à 1 an, et on a aujourd'hui un état qualitatif par rapport à ça que je pourrais tout à fait vous fournir, mais c'est le prisme uniformation, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir tous les adhérents du mouvement associatif. C'est pour ça que bon, j'en parle à demi-mot, mais il y a déjà il y a des choses qui sortent et sur lesquelles on pourra vous alimenter sans problème en termes d'éléments qualitatifs. Et donc, pour terminer sur vraiment le rôle de l'OPCO, hormis ce que j'ai dit tout à l'heure, de pouvoir accompagner les associations sur choisir le bon contrat, ne pas se tromper sur la rémunération, parce qu'aujourd'hui, la rémunération prévue pour un contrat d'apprentissage ou un contrat pro est régie par des règles assez précises. On va être amené aussi à proposer vis-à-vis donc, des tuteurs et des maîtres d'apprentissage un catalogue de formations gratuites. Ça, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que ces associations peuvent se tourner vers leur OPCO. C'est le cas chez mes homologues, il existe cette même offre, c'est pour ça que j'en parle, de pouvoir proposer une offre de formation courte pour ces maîtres d'apprentissage et ces tuteurs pour vraiment prendre à cœur leur rôle et faire en sorte que l'expérience alternance se passe au mieux. Je fais un peu de pub pour ma paroisse, c'est que côté uniformation, on est même allé jusqu'à proposer des formations de tuteurs spécifiques, par exemple dans le domaine de l'animation, spécifiques dans les métiers du sanitaire et social, pour dire que voilà, il y a encore un vernis même supplémentaire vis-à-vis des tuteurs et des maîtres d'apprentissage. Donc on propose ces formations-là sur une logique à distance pour essayer aussi de pouvoir toucher un maximum de personnes et ne pas les mobiliser sur du temps présentiel. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on propose puisque l'objectif est de pouvoir réduire, comme on dit, ces motifs de rupture hein, qui sont souvent liés à la logique d'intégration qui s'est peut-être pas forcément bien passée, sur un tuteur pas forcément présent. Euh, Pareil, pour faire un lien par rapport à ça, on n'en parle pas forcément souvent, mais on peut aussi raisonner en équipe tutorale, hein. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place un tuteur ou un maître d'apprentissage désigné, mais on peut tout à fait y associer d'autres personnes dans euh,
dans cette démarche de tutorat, ce qui permettra d'avoir quelque chose vraiment d'avoir quelque chose d'assez précis pour l'accompagnement, et notamment dans le cadre d'associations qui n'ont pas de salariés dédiés pour pouvoir faire ce tuteur. On va trouver la compétence dans le dirigeant bénévole. Bah voilà, c'est bien des fois d'en avoir plusieurs qui peuvent assurer ce rôle-là. Et je terminerai juste sur le fait que l'OPCO, certes, accompagne, engage les contrats et les dépose, mais aussi a vraiment aussi un rôle de contrôle vis-à-vis de ces dossiers déposés. Et on est là aussi pour pouvoir apporter les alertes lorsque il va y avoir une anomalie sur le contrat d'alternance. Et je pense notamment au contrat d'apprentissage, lorsque l'on va voir, par exemple, qu'une école, un organisme de formation ou un CFA n'est pas habilité à délivrer la formation. Ça, c'est un tout nouveau point de contrôle que nous avons et j'en parle parce que c'est quand même quelque chose d'important. On va s'assurer que voilà, l'organisme qui délivre est bien habilité, a bien tout ce qu'il faut pour pouvoir apporter cette formation de qualité. Et aujourd'hui, ça, on a un élément assez précis de contrôle sur le sujet où on a été amené à retoquer des contrats puisque les écoles n'avaient pas l'habilitation pour pouvoir le faire. Voilà, ça fait partie un peu des nouveaux rôles, en plus de tout ce qui était, qui émanait au niveau du rôle des OPCO vis-à-vis de ces contrôles de contrats d'apprentissage ou contrats pro. Voilà, je voulais insister sur ce point-là pour être aussi, se dire que on vous accompagne aussi sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers les différents OPCO auxquels vous adhérez si vous êtes une association et que vous souhaitez avoir recours à l'alternance. Une dernière question, Meredith. On n'a pas cité ces chiffres-là en introduction du webinaire, mais ils sont importants d'être repris puisque en France, en fait, les chiffres de 2023 nous disent que 85% des associations sont en fait non employeuses, d'après les chiffres de l'INJEP. Et parmi les associations employeuses, donc 15%, on note que 50% de ces associations ont 1 à 2 salariés, donc des très petites associations employeuses. Là, ce sont des chiffres de Recherche et Solidarité et de l'URSSAF. Euh, vous l'avez dit dans vos réponses à la à la première question, mais c'est vrai que voilà, l'alternance, c'est aussi un levier vers l'emploi dans les associations et dans l'ESS. Et du coup, on voulait revenir sur cette spécificité chez les associations. Le tutorat de l'alternance, ça pose vraiment la question de la professionnalisation des associations employeuses. Du coup, en quoi, selon vous, selon l'UDES, est-ce que c'est un enjeu? En quoi est-ce un enjeu, cette question de professionnalisation des associations employeuses? Oui, merci Amélie. Je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui ont déjà été amenés tout au cours de cette présentation, notamment lors de la présentation du rapport en termes d'enjeux au niveau de l'investissement côté employeur. Donc, il y a un enjeu de professionnalisation, de prendre conscience que voilà, le tutorat, quand on accueille un nouveau salarié en contrat d'apprentissage, ça demande un fort investissement en temps, en formation, aussi un investissement financier. Donc, c'est des investissements qui ne sont pas à prendre à la légère et qu'il existe des outils. Donc, ça a aussi largement été amené par ailleurs, par notamment Jean d'Uniformation. Euh, Là-dessus. Donc, nous ne pouvons que être favorables au développement de l'accompagnement des associations et notamment des petites associations employeuses, puisque comme on l'a vu aussi, les chiffres montrent que les tuteurs bénévoles ont aussi plus de difficultés à l'accompagnement. Donc, c'est aussi un élément qu'il faut prendre en considération. Peut-être simplement pour ajouter à tout ce qui a par ailleurs été dit, déjà dit, ajouter que l'UDES quand même porte un plaidoyer à ce niveau-là, au niveau national, et que, alors vous le savez sûrement, depuis le début de l'année, il y a eu une réforme pour l'emploi, avec notamment le passage de Pôle emploi en France Travail et l'instauration de comités nationaux pour l'emploi, dans lesquels nous siégeons. Et nous attachons un intérêt fort à mettre à l'ordre du jour des prochaines discussions les aides à l'embauche
qui sont un peu mis en péril, dans un premier temps sur le contrat de professionnalisation et demain potentiellement sur le contrat d'apprentissage. Donc voilà, juste ajouter qu'au niveau du plaidoyer pour les employeurs de l'économie sociale et solidaire, l'UDES est aussi présente pour ce faire au niveau des politiques publiques nationales. Merci beaucoup, Meredith, pour ces éclairages et pour l'appui de l'UDES. On rappelle que l'UDES est membre, l'UDES Auvergne-Rhône-Alpes est membre de la démarche PME, donc ce qui nous permet de consolider ensemble ces différentes démarches de plaidoyer et qui font, voilà, qui seront aussi échos de ce rapport. On avait prévu, vous le savez, un temps de questions-réponses. On arrive un peu à court de temps de ce webinaire et on espère avoir répondu. On a pris le parti de répondre par écrit aux différentes questions qui étaient posées. On espère que ça a répondu à vos différentes questions. On voulait vous dire qu'on se tient à disposition. On va passer plutôt à la conclusion de ce webinaire pour permettre à chacun de tenir voilà, son timing. On espère que voilà, les réponses ont été... on a répondu à vos attentes, mais n'hésitez pas à nous recontacter. Également pour vous préciser, avant de passer la parole à Gilles et Pal, qu'il y a 2 ans, on avait déjà organisé un webinaire sur le recours à l'alternance plus technique sur les différentes aides et appuis existants. Et de ce webinaire en 2022 avait été réalisée une fiche pour permettre aux associations voilà, de suivre un peu les étapes pour le recours à l'alternance en tant qu'employeur. Donc, on vous repartagera aussi cette fiche lors du partage du replay de ce webinaire. Et si vous le voulez bien, je transmets la parole à Gilles Epal, président du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, pour une conclusion de ce temps d'échange. Merci tout d'abord à l'équipe qui a travaillé pour organiser ce webinaire, en particulier David Seignobos qui est intervenu dans le cadre des informations transmises. Merci à l'ensemble des participants également qui manifestent bien l'intérêt que présentait ce sujet. Bon, comment conclure sans redire? Je crois qu'il est évident qu'il y a un intérêt pour les associations à recourir à l'alternance. Elles le font de plus en plus. Bon, il faut effectivement être vigilant pour vérifier que ce recours n'est pas un pis-aller et surtout qu'elles ont la capacité et la compétence d'accompagner les alternants, notamment lorsqu'il s'agit d'apprentissage. Donc, on voit renouveler un certain nombre d'exigences qui sont adressées ou que les associations s'imposent elles-mêmes, parmi lesquelles il y a cette exigence de montée en compétences et de technicité, hein, notamment pour les bénévoles, ici, dans l'encadrement du tutorat. Il y a l'exigence aussi de partage. On a vu combien était ressenti le besoin d'échange. Le livre blanc qui pourrait répertorier les bonnes pratiques et l'ensemble des expériences qui sont menées. Et aussi la demande, c'est une des propositions qui est faite d'avoir des espaces d'échanges interrégionaux, mutualiser les expériences vécues. Une exigence aussi, mais qui est générale à l'égard des associations, qui est parfois même un peu avec insistance qui nous est adressée en termes d'accompagnement et de besoin de formation. Je ne reviens pas sur cette proposition qui a également été formulée. Exigence aussi d'une meilleure reconnaissance du travail qui est fait. On a vu combien les secteurs associatifs représentaient un facteur d'attractivité pour les alternants, qui notamment y retrouvent, et notamment à travers les valeurs qui sont portées par le mouvement associatif, qui semble être un critère déterminant dans le choix des accueillants pour les alternants. Donc les associations ont un atout à faire valoir, à condition bien entendu qu'elles soient aussi le bon reflet, les bons porteurs des valeurs qu'elles revendiquent, hein, bien entendu. Je pense qu'il y a une exigence aussi d'identifier et de traiter les insuffisances qui sont parfois les nôtres, hein. Notamment, on voit bien que l'entrave, c'est la capacité à accompagner les alternants, mais c'est aussi parfois à pouvoir pérenniser l'emploi derrière, la construction d'un modèle économique qui soit adapté
à l'accueil de ces emplois pour éviter qu'on ait un turnover permanent, sachant que pour l'association qui accueille, ça ne peut pas être un substitut à un autre type d'emploi, même si, je le répète, ça a été souvent perçu comme une alternative aux emplois aidés qui disparaissaient. Ça ne peut pas être le cas car il y a cette exigence d'accompagnement et la nécessité de pouvoir proposer, ce qui n'est malheureusement pas suffisamment le cas aujourd'hui, puisque c'est seulement un tiers des associations qui pérennisent, lorsqu'elles ont fait une alternance qui pérennise l'emploi, contre deux tiers sur l'ensemble des structures d'accueil. Donc il y a nécessité d'identifier et de traiter ces insuffisances, de rechercher pourquoi. Et là encore, certainement, la ressource est dans une meilleure formation, une meilleure préparation, une meilleure analyse du projet associatif. Je ne vais pas trop en rajouter. Il y a aussi ce besoin sans doute de mieux prendre en compte, d'une manière générale, que ce soit l'environnement, mais aussi la notion du handicap. Ça a été évoqué, pas assez ou pas autant d'alternants porteurs de handicap dans les associations. C'est dommage, je pense que par rapport à la notion des valeurs qu'on évoque, elles sont bien placées pour faire un effort supplémentaire pour accueillir davantage d'alternants porteurs de handicap. Voilà, il y a une appétence aussi de la part des associations sur la polyvalence et il a été bien indiqué qu'elle était à la fois un atout, mais il fallait être vigilant. Et c'est Naïl Moumeni qui l'a dit. Il ne faut pas non plus que ce soit, disons, excessif et que ça nuise à la performance, qui est malgré tout l'obtention pour l'alternant d'un diplôme et il ne doit pas se disperser par rapport aux compétences qu'il exerce. C'est important. Et enfin, mais ça je l'ai déjà dit, mais c'est Meredith qui l'avait indiqué, l'importance de l'attractivité des valeurs portées par le milieu associatif qui est bien identifié et qui reste un atout dans ce secteur comme dans bien d'autres. Je vais m'arrêter là. Je pense que le sujet est complexe et attrayant, et nous avons bien vu qu'il présentait un vif intérêt. Il y a une demande, je l'ai lu aussi dans le chat, pour des analyses plus fines, sur des sujets plus précis, très pointus. Donc il y a encore du travail à faire en termes d'observation, d'analyse et de remontée de la mise en œuvre de ces alternances dans le milieu associatif. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire en approfondissant encore les études et les remontées d'informations sur ce dossier. Merci à vous et voilà, j'en ai terminé pour ma part.